Attention, sachez que cette vidéo plongera immédiatement dans les spoilers sur la fin de la saison 2 de la série Loki. Comme cela a été confirmé par son producteur exécutif, il était prévu dès le début de la première saison de la série Loki que le personnage terminerait sur un trône, restait à déterminer spécifiquement lequel et comment s'articulerait le parcours du personnage. Les 2 saisons de Loki ont été conçues pour proposer une histoire complète sans jamais se projeter sur une suite éventuelle. Cette approche se ressent fortement puisque les efforts de l'équipe tendaient vers un final extrêmement fort. Un final si fort qu'il a peut-être éclipsé d'autres questions et laisse certains épisodes de cette saison 2 dans une sorte d'état transitoire et imparfait, comme si la puissance du final que les créateurs avaient en tête les avait empêchés de percevoir la nécessité de resserrer la narration des étapes y menant. Mais justement, avant d'évoquer ce qui pêche un peu, ou la suite avec ou sans Kang ou Pedro Pascal, parlons de ce final. Loki est devenu un dieu alors qu'il n'était auparavant qu'un extraterrestre de la famille royale d'Asgard. Le dernier épisode répond à 2 mouvements et motifs essentiels que sont d'une part le cercle, on pourrait même parler du cercle d'Ouroboros, et d'autre part la prise de hauteur et donc de distance. Le motif du cercle d'abord car la série Loki revient aux origines de son parcours au sein du MCU pour lui apporter une conclusion épique et douce amère, digne des meilleures dramaturgies s'inscrivant pleinement dans la dimension mythologique du personnage. Ce fameux glorieux destin, c'était une perspective vague que Loki poursuivait vainement sans savoir qui il était, ni même ce qu'il désirait véritablement. Il courait après une reconnaissance impossible, il cherchait à effacer la disgrâce qu'il voyait lui-même dans son origine, il s'est perdu et a commis des actes impardonnables. Mouvement circulaire aussi de ce retour à la phrase qui marquait déjà le tragique de son personnage à la fin du premier film Thor. Retenu par son frère au-dessus des débris cosmiques du Bifrost, le pont d'Asgard, Loki assurait son père adoptif, Odin, qu'il aurait pu le faire, qu'il aurait pu régner avec sagesse sur le trône d'Asgard, pour lui, pour eux tous. À ce moment charnière de son existence, Odin lui répondit simplement non, un non d'autant plus terrible qu'il était juste. Loki mentait alors, il se mentait surtout à lui-même. À la fin de la saison 2, Loki énonce calmement à Sylvie et Mobius, celle qu'il aime et celui qui est devenu son ami le plus proche, qu'il sait ce qu'il lui reste à faire, ce qu'il veut, quel dieu il doit devenir pour eux, pour tout le monde. Qu'il se laissait tomber, incapable de supporter la vérité, et ce qu'il était alors à la fin du premier Thor, c'est tout le contraire qui va suivre dans ce final. Il entame un chemin de croix, une ascension, un sacerdoce divin entre figures christiques et figures mythologiques telles le titan Atlas qui maintient le poids du monde sur ses épaules. Loki devient le dieu Loki, il perd les oripeaux de sa vie précédente et son pouvoir dévoilé, nécessaire, l'enveloppe d'une tenue aux accents primaires, élémentaires, avec des petits mocassins cuir quand même, mais sans chaussettes, c'est l'essentiel. Avec cette ascension de Loki qui saisit chaque branche et leur redonne vie à travers l'immense pouvoir qu'il a révélé au travers de ses siècles d'efforts, de maîtrise du temps et de dévouement à autrui, avec elle il nous entraîne vers un changement de paradigme, un retournement des perceptions et de l'ordre du monde, tandis que l'horizontalité des branches contenues devient la verticalité d'Yggdrasil, l'arbre-monde épanoui. Et quand même, les branches, l'élagage, Sylvie même, qui est un prénom, un terme lié à la forêt, tous les signes étaient pourtant présents, et peu avaient pensé à cette image finale et si marquante de l'arbre exprimant un nouvel équilibre de ce multivers temporel. Dès sa première mort véritable entre les mains de Thanos, Loki avait su exprimer l'étoffe d'un personnage bien plus noble et enclin au sacrifice, mais comme on le sait, le Loki de la première saison n'avait pas fait tout le chemin émotionnel de cet autre lui-même, et son aboutissement dans la série va bien au-delà de ce tragique. Loki ne renonce pas à son libre arbitre, au contraire, il fait la décision de la solitude et saisit de son plein gré l'immense fardeau pour s'assurer que tous les autres pourront vivre et décider des chemins de leur vie au pluriel et sur toutes ces lignes de temps. Loki est revenu à son glorieux destin, celui qu'il choisit par devoir et par amour, tout le contraire de la vanité le poussant vers l'or d'un trône qu'il ne méritait pas. Loki a échappé au temps lui-même, il a aussi appris à le maîtriser. Ce faisant, Loki accède à un pouvoir incommensurable et à une liberté presque sans limite. Alors, est-ce la fin du personnage dans la narration du MCU ? Le bon sens le voudrait, mais Tom Hiddleston lui-même reconnaît que ce serait manquer de sagesse que d'affirmer que jamais il ne reviendra à ce rôle auquel il avait déjà fait ses adieux par 2 fois auparavant. Dans le cadre d'un plan autour des guerres secrètes de Kang, de Galactus et peut-être de Victor Von Doom ou Von Fatalis en VF, on peut s'attendre à revoir au moins brièvement une figure tenant un rôle aussi fondamental dans l'équilibre du multivers. Quitte à faire mon rabat-joie, je pense qu'on peut encore regretter que
demeure cette étrange confusion qui fait que ce multivers semble ne concerner que la Terre et peut-être vaguement Asgard, alors qu'on sait bien que l'univers est infiniment plus vaste et plus peuplé dans le MCU. Une chose est certaine, ce final est l'une des grandes réussites du MCU post-Endgame. C'est aussi l'occasion de rebattre les cartes au sujet de Kang, ou celui qui demeure, dont le plan semble mis en échec par Loki, qui le remplace de fait et propose à la ligne de temps sacrée l'alternative d'une arborescence de destin libre. Dans ce contexte, le TVA semble avoir pour nouvelle et unique mission de surveiller et éventuellement contrer l'activité des variants de Kang, mais cela reste assez flou au final, tout comme l'étaient les enjeux autour de cet organisme tout au long de la saison. Le problème de cette saison, c'est qu'au fond, elle ne parlait vraiment que de Loki et de son cheminement personnel vers l'ascendance divine, mais que sur la forme, elle nous a baladé en long, en large et en travers sur la thématique du TVA, de son cœur temporel et de leur sauvetage. Et je comprends mieux maintenant avec le recul pourquoi l'enjeu de la saison ne me paraissait jamais clairement exprimé, et ce final, aussi magnifique soit-il en termes d'arc narratif, de visuel, de musique, ne justifie pas totalement de nous avoir promenés sur les traces de tels chasseurs devenus acteurs, de nous avoir emmenés chez McDo, ou d'avoir essayé de nous faire croire que Ravonna Renslayer ou Miss Minutes était importante. Et encore, je ne parle même pas de Victor Timely, qui fait partie des points laissés totalement en suspens à l'issue de cette saison, qui n'est pas vouée à avoir de suite directe. Tout n'a pas à être expliqué dans une fiction, c'est certain, mais ici on peut dire que beaucoup de personnages et de questionnements sont laissés en plan. Certes, on voit que le jeune Victor Timely ne reçoit pas le manuel du TVA par sa fenêtre, mais cela ne concerne qu'un variant, pas celui qui est déjà au sein du TVA, à moins de discrètement le spaghettifier et de le balayer sous le tapis de la salle des tartes au citron. Si j'insiste sur Victor, c'est évidemment un biais pour parler de Kang de manière plus générale, et du cas épineux de son interprète, Jonathan Majors, en particulier. L'acteur, si talentueux soit-il, n'échappera pas au procès pour violence domestique. Si on y ajoute la mauvaise réception d'Ant-Man 3, Quantumania, et le fait que Jeff Loveness, qui avait écrit ce film, a été écarté du projet Kang Dynasty, ça laisse sans doute supposer que le film Avengers The Kang Dynasty lui-même, prévu initialement pour 2026, va être sérieusement retravaillé. Et cela semble se confirmer d'autant plus quand on sait que Daniel Cretton, qui a réalisé Shang-Chi, une des réussites récentes de Marvel sur grand écran, à mes yeux du moins, quitte aussi le projet Kang Dynasty pour se concentrer sur la série Wonder Man et sans doute Shang-Chi numéro 2, à déterminer. Beaucoup de fans de Marvel ne sont pas encore prêts à faire leur deuil de Kang, et pour l'instant on reste dans le domaine des suppositions. À titre personnel, je dirais que le Marvel Cinematic Universe traverse sa première véritable crise qui pourrait potentiellement lui être fatale. Face à une telle situation, il faut sans doute des décisions drastiques, des remises en question, comme il y en a eu autour de la série Daredevil Reborn, qui est repartie à zéro après des mois de tournage, et bien plus encore sans doute d'écriture. Victor Von Doom est un personnage au potentiel énorme, on le sait. A priori, il ne serait pas prévu pour l'instant d'en faire l'antagoniste majeur du film Les 4 Fantastiques de 2025, mais cela peut encore changer. À ce sujet, on a des rumeurs insistantes sur Pedro Pascal en Monsieur Fantastique, Vanessa Kirby en Sue Storm, qui serait le personnage principal du film, mais aussi Joseph Quinn, révélé par son rôle d'Eddie Munson dans Stranger Things saison 3, en Johnny Storm, et enfin Ebon Moss-Bachrach, vu dans Andor ou encore The Bear, qui jouerait Ben Grimm. J'en avais déjà parlé, il me semble de plus en plus évident que Marvel va jouer extrêmement gros sur ce film des 4 Fantastiques, le seul avec le potentiel de relancer un engouement mondial à un niveau comparable au sommet précédemment atteint. On parle aussi de Javier Bardem en Galactus, sans certitude encore une fois avec des questions d'agenda de tournage à régler, comme dans le cas de Pedro Pascal. Le personnage de Loki pourrait avoir sa place dans ce programme en guest star, mais celui vu dans la série n'a aucun besoin de poursuivre son histoire alors qu'il en a atteint le paroxysme indépassable. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, mais je ne pense pas très judicieux de repartir sur un nouveau variant de Loki pour le réintroduire encore dans les intrigues du MCU. Si on doit revoir Loki une dernière fois peut-être à l'écran, ce serait bien celui-là, celui qui maintient toutes ces lignes et qui est au cœur de cette Yggdrasil multiverselle et temporelle, pour permettre à Thor de comprendre combien son frère a grandi. Les choses sont nettement plus ouvertes pour Sylvie et tout le petit monde du TVA, Mobius en tête, sachant que des rumeurs le placent déjà dans le film Deadpool 3 attendu pour juillet 2024 et dont on attend beaucoup maintenant suite à la grosse scène post-générique de The Marvels. Alors Kang, Victor Von Doom, Galactus, dites-moi ce que vous souhaitez pour la suite du MCU. Dites-moi bien sûr, et je pense que vous ne manquerez pas de le faire, que vous vous foutez complètement maintenant de l'avenir du Marvel Cinematic Universe. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!